Merci beaucoup. Voilà un panel attaqué par le ou la Covid, hein, on s'y perd, mais comme j'ai en mémoire un livre qui m'a beaucoup marqué, qui continue à me marquer beaucoup, c'est celui de Roland Barthes, Le grain de la voix. J'ai pensé que j'ai demandé à ma collègue et amie si elle était d'accord pour lire les textes pour que vous ayez des voix qui changent, parce que c'est vrai que ça fait quand même un ensemble de colloques importants et pour en distinguer la différence, c'était intéressant. Donc, ce panel est consacré à la philosophie et à la psychanalyse. Et j'ai entendu de mes collègues tout à l'heure quelque chose de très important, à savoir, il faut vraiment continuer à travailler pour que les sciences humaines et sociales, dans leur intégralité, et j'y mets la psychanalyse, soient vraiment continue à occuper cette place en France. Et je dois avouer, pour être déléguée générale de l'Alliance nationale des sciences humaines et sociales, que la tâche n'est pas simple. Et je vous remercie tous je remercie Edith et toute la famille de laisser cette place, de donner cette place et à la philosophie, à la psychanalyse. Une de nos premières rencontres a été consacrée à ce sujet parce que je disais à Edith que eh bien, Cerisy était certainement un des lieux en France, si ce n'est le lieu où la psychanalyse notamment a une telle place. Et je me suis amusée, parce que je suis une geek un peu, je me suis amusée à regarder le site un peu plus profondément de Cerisy, je vous le conseille. Il a vraiment beaucoup progressé. Il est extrêmement intéressant. Et j'ai tapé occurrence psychanalyse, les occurrences de psychanalyse et les occurrences de philosophie. Et là, j'ai trouvé pour philosophie 295 documents. Et encore, je n'ai pas pu tous les consulter, mais vraiment, ce qui était très intéressant, c'est que ces documents, à la fois, ils montrent toujours des liens et un espace de l'interdisciplinarité ou de la pluridisciplinarité. Et ça, c'est formidable. Même chose pour la psychanalyse. Alors, on a un peu moins d'occurrences, mais quand même 157 occurrences, ce qui est quand même énorme. Et à chaque fois, la psychanalyse liée à quelque chose, psychanalyser art, psychanalyser musique, c'est vraiment extrêmement intéressant. On a la pluridisciplinarité d'une certaine manière en acte. Et aussi un passé. Premier colloque sur la philosophie, 1955. Qu'est-ce que la philo? Autour de Martin Heidegger quand même. Et pour la psychanalyse, 1962, avec justement l'art et la psychanalyse, colloque dirigé notamment par Anne Lancier, Paul Ricoeur et André Berger. Donc une histoire, on a vraiment beaucoup de choses. Et là, je suis très heureuse de pouvoir présenter et présenter cette saison avec vous. Alors, l'ordre de la présentation, je pense qu'on ne l'a pas fait tout à fait exprès, est inverse à la temporalité de la saison. C'est-à-dire qu'on va commencer par un colloque qui se déroule du 13 au 19 août à Cerisy, donc un des derniers colloques de la saison, et qui est consacré à Francisco Varela, une pensée actuelle, dirigée donc par Nathalie Desprats, qui nous a fait savoir qu'elle était malade. Donc c'est là, encore une fois, un colloque vraiment très pluridisciplinaire, parce que les deux directeurs, Nathalie Desprats et Yvan Magrin-Janiolo, sont d'origine disciplinaire différente, et l'un des deux, Yvan, est chercheur CNRS et artiste. Et ça, vraiment, ce sont des portes ouvertes. Sarah, je te laisse nous lire. Ah, peut-être qu'il faut... Alors, je vous lis le texte qu'a envoyé Nathalie Desprats. Ce colloque a connu une longue gestation de 2 années. Fort heureusement, il a été annoncé dès le 20 mai dernier
à l'occasion de la journée d'hommage à Francisco Varela, réalisée en visioconférence avec le soutien du Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, de l'Institut Mind and Life Europe et de l'Université de Rouen-Normandie, qui eut lieu quelques jours avant l'anniversaire des 20 ans de sa mort, le 28 mai 2001. Le colloque d'août prochain réunit des scientifiques, des philosophes, des méditants et des artistes. Il répond ainsi à l'amplitude de la réflexion du penseur chilien, neurobiologiste de formation, qui ne cessa d'encourager un dialogue fécond entre science et art, tout comme entre activité intellectuelle et méditation. Des artistes seront présents toute la semaine. Ils travailleront à une œuvre au gré des présentations théoriques et pourront exposer leur travail lors des tables rondes des soirées. L'idée est de montrer comment la théorie de l'autopoïèse et de la neurophénoménologie, concept proprement varélien, peut s'incarner concrètement dans des œuvres en train de se faire. L'ambition du colloque, pour ce colloque d'une semaine, l'ambition est d'offrir au public ce qui correspond à une signature de Francisco Varela, à savoir une pensée en acte, en action, en énaction, selon son maître mot. Les contributions qui essaiment dans des disciplines aussi différentes que les sciences neurobiologiques, la phénoménologie, l'éthique, la philosophie politique, les sciences de l'éducation et les pratiques artistiques se retrouvent précisément autour du vecteur de l'énaction, leur mise en mouvement concrète. Nous espérons rendre justice à l'ouverture d'esprit et à l'inventivité créatrice de Varela, qui fut un praticien et un méditant dans tous les champs de son activité théorique et qui fit sans relâche des vivants et de l'expérience vécue son terrain d'exploration scientifique et philosophique. Notons pour terminer qu'à l'occasion de ce colloque, les éditions Hermann ont réédité dans la collection Cerisy Archives les actes du colloque de 1981, l'auto-organisation de la physique au politique, sous la direction de Paul Dumouchel et de Jean-Pierre Dupuis. Donc toujours ce travail de lien entre édition, réflexion intellectuelle et inscription dans la durée. Là, par ce texte, on mesure à quel point il y a vraiment un fort travail de lien entre la pensée et la réalisation artistique. Merci Philippe d'avoir réédité ce texte. Je pense que ça va être important pour les collègues qui sont là. Deuxième colloque, alors on remonte dans le temps du 24 au 30 juillet, la pensée de Marc Richir, dirigée par 4 collègues, je ne redonne pas ces noms, vous les avez dans le programme, mais je souligne, d'origine disciplinaire et géographique différente. Sarah, le texte sur Richir ? Oui. Alors, ce colloque se donne pour objectif de présenter et d'approfondir la pensée du phénoménologue belge Marc Richir au travers des textes qu'il a publiés de 1969 à sa mort en 2015. Les questionnements se portent sur un très vaste ensemble intellectuel et scientifique. En premier lieu, l'esthétique et la création artistique. On peut notamment citer l'intervention de Sacha Carlson, qui interroge le rapport du philosophe à la musique, celle d'Antonino Mazzu et de Serge Mettinger, qui se penche sur la place de la poésie chez Richir, ou encore celle de Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina, qui réfléchit au rapport entre expérience réelle artistique et expérience réelle esthétique chez Marc Richir. Le rapport de Marc Richir aux sciences et en particulier à la physique, sa première formation universitaire, fait aussi l'objet de plusieurs communications. Elles concerneront par exemple le rapport de Richir à la physique quantique.
La psychanalyse lacanienne est très présente dans la réflexion du philosophe entre 1969 et la fin des années 80. Nous l'évoquerons. D'autres thèmes organisateurs de la pensée de Richir seront mis en valeur, en particulier l'affectivité et son rôle dans tout sens se faisant. Des sujets très présents dans l'épistémé contemporaine seront également abordés: l'animalité, le relativisme, l'anthropocène. Enfin, la question du rapport à la tradition philosophique, en particulier à Eugène Fink, auquel Richir a consacré un colloque en 1994 avec Nathalie Debras, sera abordée par plusieurs chercheurs. L'ambition de ce colloque est d'attirer l'attention sur l'originalité de la pensée richirienne, laquelle propose une nouvelle conception du transcendantal qui cesse d'être condition de possibilité de la connaissance. Ce colloque réunit près de 4 générations de philosophes qui ne feront pas l'impasse sur la difficulté des textes de Richir, mais qui, à l'image de ce dernier, modifiant continuellement la signification des concepts qu'il créait au fur et à mesure de l'élaboration de sa pensée, tenteront de déplacer les frontières conceptuelles auxquelles nous sommes habitués. Merci Sarah. Je dois vous dire qu'on a coupé un peu ce texte parce qu'il était très long et on a essayé de vous en donner quand même la substance. Merci beaucoup. On va passer tout de suite la parole à Corinne. Corinne, tu nous entends pour ta présentation? Ah, nous ne t'entendons pas. Nous sommes contents de te voir. Voilà, c'est bien. C'est bon? C'est bon. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Merci Corinne. Bonjour. Alors donc c'est un colloque que j'organise avec mon collègue japonais, Yotetsu Tonaki. J'entends qu'il y a un écho. Non? C'est bon. Alors, qui est professeur à l'université de Rikyo. Alors, pourquoi organiser ce colloque sur Lévinas et Merleau-Ponty, le corps et le monde? Eh bien, parce que, outre le fait qu'il n'y a jamais eu de colloque sur Merleau-Ponty à Cerisy, Lévinas et Merleau-Ponty ont des points communs. Ils ont les mêmes sources, Heidegger, Husserl, ce sont des phénoménologues français, et surtout, ils orchestrent un renouvellement de cette approche, parce qu'ils décrivent des phénomènes qui échappent à notre maîtrise et soulignent le réveil du sensible, le réveil du corps, montrant aussi les enjeux de la passivité. Alors que chez Husserl, Heidegger, on est encore dans une philosophie qui pense la constitution, la liberté. Et en plus, ils sont beaucoup lus et traduits au Japon. Alors, j'ai invité une dizaine de chercheurs, tous francophones, tous traducteurs de Lévinas, de Merleau-Ponty, parfois des deux, mais aussi de Derrida, de Ricoeur. Et l'idée du colloque, c'est non seulement de montrer les similitudes et les différences entre ces deux penseurs, mais surtout de voir comment ils ont inspiré des penseurs contemporains pour se saisir de problèmes urgents aujourd'hui. Alors, il s'agit en premier lieu de l'écophénoménologie, car l'habitation de la Terre, bref, notre rapport à la nature, à l'écologie, eh bien, elle est pensée avec et au-delà de Merleau-Ponty de manière très originale, parce que la phénoménologie, c'est une méthode, mais c'est aussi une expérience à la première personne qui décrit ce que c'est que pour moi d'habiter la Terre, de cohabiter avec les autres vivants. Donc il y a une réflexion qui renouvelle les humanités environnementales. C'est pas du tout comme l'éthique environnementale inspirée des États-Unis où on a des catégories pour penser le statut moral, voire juridique des entités non humaines. Là ici, on articule l'existence ou la condition humaine à l'écologie, ce qui ouvre des perspectives tout à fait étonnantes. Le rapport aux animaux, il faut se rappeler que Merleau-Ponty, dans les années 40, eh bien, en plein existentialisme, quand l'humain est pensé comme à la lumière de la liberté, comme projection, comme sortie de soi. Hein. Exister, c'est s'éclater vert, disait Sartre. Très bien, lui, il dit, les animaux sont d'autres existences. Et ils mettent en forme le monde. Ils sont jetés dans un monde dont ils n'ont pas la clé, il souligne au passage leur précarité, leur inquiétude. Donc, il y a aussi chez Lévinas, bon, penseur d'altérité, peut-être un intérêt moins grand aux animaux, pour les animaux, mais il y a, troisième point, l'éthique médicale qui, en tout cas, les médecins,
les psychiatres, ils seront invités, eh bien, s'intéressent particulièrement à Lévinas et Merleau-Ponty, précisément parce qu'ils travaillent sur le corps pas seulement comme objet, mais comme chair incarnée, hein, comme ayant une affectivité, une histoire, la notion de vulnérabilité, la mortalité, la description par Lévinas de la fatigue, de la douleur, de l'insomnie, de phénomènes qui échappent à ma constitution, à ma maîtrise, eh bien, ça aussi, ça a des répercussions dans la manière dont on peut penser le rapport au patient et la responsabilité à l'égard de personnes en situation de vulnérabilité. Enfin, le rapport aux politiques, chez Lévinas, Totalité infinie, c'est un livre qui s'ouvre sur la guerre, qui se termine sur les conditions de la paix. Il y a aussi tout ce rapport au totalitarisme, hein, et Totalité infinie. Et puis chez Merleau-Ponty, une réflexion également qui changera au cours de sa pourtant brève vie sur le totalitarisme et l'idéologie. Et l'idée aussi, c'est de renouveler les approches de la phénoménologie. Je reviens de donc Iéna, où j'étais avec Armut Rosa, où il y a de grands chercheurs, ou des jeunes chercheurs aussi, qui travaillent sur les approches critiques de la phénoménologie, le lien entre les dispositions ou les manières d'être et les structures sociales. Hein. La résonance, c'est aussi ça, hein, c'est-à-dire une manière d'être, mais qui parfois peut être rendu impossible par l'accélération, les conditions de la vie dans la modernité tardive. Alors, donc, dernier mot, quelle est l'ambition de ce colloque? Eh bien, de se saisir de ces sujets-là, mais aussi de saluer l'école de Kyoto et la manière dont les Japonais se sont inspirés de ces penseurs français et dont ils donnent un rayonnement à la culture française en traduisant de manière acharnée ces auteurs. Et moi, j'ai voulu, après avoir rencontré Yotetsu Tonaki donc à Tokyo, eh bien, j'ai voulu lui rendre un petit peu, parce que souvent, ces penseurs qui écrivent en japonais ne sont pas lus. Et donc, il y a l'idée de les amener à Cerisy et de leur faire rencontrer aussi François Borde et visiter l'IMEC, où ils trouveront également des archives, etc. J'ajoute aussi qu'Augustin Berg, un grand traducteur du japonais en français, sera invité. Alors donc l'idée, c'est enfin de montrer comment la phénoménologie illustre une rationalité non arrogante. Hein. Je rappelle que Merleau-Ponty avait parlé d'universalisme latéral, un universalisme non arrogant, non hégémonique, ouvert à la différence. Et donc tout cela, ça ouvre des perspectives étonnantes. Et voilà, j'espère donner ici à la fois un rayonnement donc à la phénoménologie française, où on croisera évidemment les autres phénoménologues qui ont les mêmes sources, Derrida, Ricoeur, bon, Marc Richir était là, on en parlait, Maldinet, mais aussi montrer ce que les chercheurs japonais ont à dire de nos auteurs phénoménologues français. Merci beaucoup, Corinne. Merci beaucoup. Merci pour cette concision aussi. Donc, ce colloque, ton colloque du 6 au 12 juillet, Pierre-Marie, sans plus attendre, pour que l'on ne glisse pas trop. Donc, votre colloque du 25 au 29 mai, après Lacan. Après Lacan, c'est-à-dire, est-ce qu'il est temps, est-ce que le moment est venu, 40 ans après, de prendre la mesure de l'œuvre de Lacan, pas de prendre la mesure sous un rapport d'adulation, ce qui est souvent le cas depuis la mort de Lacan, mais une mesure critique et surtout une mesure par rapport à la manière dont aujourd'hui on peut penser à la fois la réflexion psychanalytique, mais aussi la pratique, puisque le colloque va à la fois articuler un temps sur comment lire Lacan aujourd'hui, hors d'un rapport d'adulation, c'est-à-dire, et surtout prendre la mesure, au même titre que pour Freud, que Lacan c'est un work in progress, qui s'est sans arrêt confronté à la clinique, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer à la différence de Freud. Freud nous a laissé un certain nombre de comptes rendus de cas cliniques. Lacan, en dehors de sa thèse, n'a jamais, à peu de choses près, présenté de cas cliniques. Et pourtant, son œuvre ne se comprend que dans un dialogue permanent avec sa pratique. L'autre aspect de Lacan, c'est que Lacan a toujours puisé beaucoup dans la philosophie, mais pas que, dans la poésie, etc., pour alimenter sa réflexion théorique. Et donc là aussi, en 1955, Lacan était à Cerisy. Le colloque sur Heidegger, il est venu, il a accompagné. C'est lui qui a amené en voiture Heidegger à Cerisy. Ou à Pontigny. Il est venu à Pontigny? En quelle année?
Je croyais qu'il était venu parce il raconte qu'il a trimballé dans sa Porsche, il avait une Porsche. Ah, il n'est pas rentré. Ah ça, il fallait le off, hein, c'est très important. Il fallait la Porsche et le fait qu'il ne soit pas rentré. Et qu'il a amené à Heidegger, Heidegger était mort de trouille. Voilà. Voilà. Donc, Lacan a sans arrêt alimenté sa réflexion en la puisant, en puisant dans le champ philosophique, à ceci près que, au même titre que Freud, ses emprunts à la philosophie ont toujours été critiques et sans arrêt, Lacan, comme Freud, il va chercher dans la philosophie quelque chose. Alors ça a été Jasper, puis ça a été Hegel, puis ça a été Heidegger, ça a été aussi les sciences humaines, en particulier Lévi-Strauss. Et sans arrêt, très vite, il met en abîme ce qu'il puise, en montrant en fin de compte qu'il y a quelque chose qui ne tient pas par rapport à la réflexion théorique qu'il veut mener à partir de sa pratique. Donc l'objet du colloque, c'est de commencer peut-être à avoir un rapport critique vis-à-vis de Lacan, qui est un monstre théorique. C'est d'abord un personnage hors du commun, mais c'est un monstre théorique. Avoir un regard critique d'abord, comment le lire aujourd'hui à partir de ce cheminement de sa pensée. Donc la première journée sera essentiellement sur cette question, comment lire Lacan aujourd'hui. Et puis vont intervenir un certain nombre d'analystes qui apporteront chacun leur point de vue. La deuxième je me permets d'intervenir parce que les journées sont très précisément détaillées dans le programme qui est mis à disposition et malheureusement, là, nous sommes en train de déborder le temps. Juste une petite, un petit mot. J'ai droit. Il nous a paru important de commencer à aborder certains points très spécifiques de Lacan, en particulier, vous savez, cette fameuse triade de Lacan, réel, imaginaire et symbolique. Donc on commencera cette année par le réel, et puisqu'on a beaucoup parlé de phénoménologie, on a invité pour venir nous interpeller un de nos philosophes, je dirais les plus éminents aujourd'hui, c'est Jocelyn Benoît, qui est confronté à cette question du réel depuis le début de son œuvre. C'est Jocelyn, je dirais, passe son temps à interroger ce qu'est le réel, et bien entendu, il y a une rencontre en permanence dans l'œuvre de Jocelyn par rapport à Lacan, mais aussi par rapport à Freud, car Jocelyn est un très très grand lecteur de Freud. Et donc la deuxième journée, ça va être une sorte d'effervescence autour de la question du réel. Et la troisième journée... Non, merci infiniment. Voilà. Merci Sylvain. Parce que le temps, c'est aussi réel, du réel. Voilà. Merci en tout cas. Merci infiniment. Merci à toi, Françoise. Vous voyez un peu le rôle ingrat qui me revient. Et merci à vous. Merci à vous tous. Au revoir. On va procéder à un autre... Merci Sarah pour vos lectures.